Alors bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 15 juillet 2019, il est un peu plus de 18 heures et je reçois tout de suite maintenant Claire qui attend impatiemment. Voilà, alors attends, que je me gourre pas. C'est ça, non c'est pas ça, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Ah bah alors, pourquoi ça marche plus? Pourquoi ça marche plus? C'est pas ça que je veux faire. Bougez pas, bougez pas. Alors j'apparais en bas mais c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Pourquoi ça marche pas? Voilà. Pendant les répétitions, tout marche nickel. Et puis pendant le live, comme d'habitude, il y a des petits soucis techniques. C'est pas grave. Alors, nous recevons Claire qui est dirigeante d'une entreprise qui s'appelle Clarita Conciergerie. Alors, je vais pas en dire plus parce que j'aimerais, Claire, que tu te présentes et aussi que tu nous expliques ton parcours et comment tu es devenue entrepreneuse. Parce que c'est le terme, tu es entrepreneuse, tu diriges une entreprise. Et explique-nous un petit peu tout ça, comment, et puis voilà, je vais te poser des questions au fur et à mesure, comme d'habitude. Je te laisse la parole, Claire. Salut Christophe, merci pour ton invitation, ça fait plaisir. Clarita Conciergerie, c'est arrivé pendant ma grossesse. J'étais enceinte et puis je me voyais pas reprendre un boulot et laisser ma louloute pendant 40 heures par semaine. Donc j'ai décidé de profiter d'elle et puis en même temps ça m'a, je sais pas, les hormones sûrement. J'ai eu envie de monter ma boîte et puis de me mettre à mon compte. Ça faisait déjà très 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 longtemps que ça me turlupinait mais j'en ai pas eu le courage. Et puis on va dire ma grossesse ça m'a donné ce courage-là. Voilà, Clarita Conciergerie, elle est née pendant ma grossesse. Et c'était il y a combien de temps ça? Et ma louloute elle a 15 mois donc ça a commencé à germer on va dire il y a une vingtaine de mois à peu près. D'accord, ça on va dire pour faire simple un peu moins de 2 ans donc que tu as monté ton entreprise. Et alors je l'avais pas montée, j'essayais d'avoir les idées dans ma tête. Et puis ensuite, c'était me dire comment ça va se concrétiser. Donc pendant mon congé maternité, j'ai discuté avec mon boss. Je lui ai demandé d'avoir une rupture conventionnelle. Il a gentiment accepté. Et puis du coup, ça a été l'occasion de créer ma boîte, de tout mettre en place. Et comment tu as procédé? Est-ce que tu as fait comme parfois certains font, c'est-à-dire qu'ils vont suivre cette formation initiée par la chambre de commerce qui dure plusieurs semaines, ou est-ce que tu t'es lancée toute seule comme ça en sachant? Non, j'ai biaisé la formation. J'ai biaisé la formation en fait, comme j'avais ma louloute, c'était compliqué du coup de la laisser. Ouais. Et du coup en fait, je me suis mise en conseil, ce qui fait que du coup j'ai pas besoin de faire la formation quand t'es auto-entrepreneur. En conseil, c'est-à-dire? En fait, mon code APE, c'est dans le conseil. D'accord. Je suis assistante, mais dans le conseil. Et donc, dans ce cadre-là, tu n'es pas dans l'obligation de suivre cette formation? Non, t'es pas obligé de suivre la formation en fait de création d'entreprise, ni le stage de 1 semaine. D'accord. Voilà. Et est-ce que ça, parce que c'est vrai que malgré tout, enfin bon, soit la formation d'1 semaine ou celle qui est plus longue, est-ce que ça t'a pas pénalisé ou handicapé justement pour pouvoir lancer ton entreprise? Parce que c'est quand même pas simple, il faut dire ce qui est, de lancer une entreprise. Est-ce que t'as pas été pénalisé par rapport à ça? Non, parce que quand tu es auto-entrepreneur, on va dire que t'as pas beaucoup d'administratif, et puis bon, l'administratif c'est un petit peu mon domaine, donc non, quand tu es auto-entrepreneur, tu crées ton truc, ça va très très vite. Après, t'as quelques démarches, parce que moi, du coup, j'étais inscrite au chômage, donc suivant, t'as des aides, tu vas avoir des aides quand t'es chômeur, etc. Tu peux récupérer ton capital, tu peux rester au chômage, donc tous ces trucs-là, non, tu te renseignes, c'est facile, c'est sur Internet. Non, et en plus, le plus dur pour moi en tant qu'entrepreneur, ça a été la partie commerciale, la prospection. C'est Voilà, là où j'allais en venir parce que effectivement ouais. en auto-entreprise ou micro-entreprise comme on l'appelle aujourd'hui, les démarches administratives sont simplifiées justement pour pouvoir créer et gérer son activité, mais néanmoins il y a une partie qui est quand même incontournable qui est la partie commerciale, et ça, pour trouver des clients, c'est indispensable. C'est pour moi ce qui a été le plus dur, qu'il l'est encore aujourd'hui, qu'il faut que je continue de travailler, faut être honnête. C'était pas mon métier. Moi, j'avais l'habitude d'être assistante, mais j'aidais les commerciaux dans le quotidien, mais le travail qu'ils font, je le connaissais pas. Donc ça, il a fallu apprendre un nouveau métier. Et quand tu es entrepreneur, cette partie-là, l'air de rien, tu penses que tu vas poster un truc et puis les gens ils vont imaginer oui, c'est vraiment super, c'est une idée. Non, ça se passe pas du tout comme ça. Faut tout apprendre.
Donc, alors après, il y a des gens pour qui c'est inné, hein. Mais moi, je sortais de mon congé maternité en plus. Donc, imagine, quand t'es avec ton bébé, t'es maman, t'es dans tes couches. J'avoue qu'au début, ça a été un petit peu dur. Il m'a fallu du temps. Je l'ai créé mon entreprise en août. J'ai commencé ma prospection en réalité en janvier. Et j'ai eu mes premiers devis en avril. Tu vois, c'est pour te dire que ça a fait du cheminement. Je suis totalement honnête et transparente ce soir, comme Non, je mais suis. c'est intéressant ce que Comme tu je le dis suis parce que tu toujours. vois, il y a parfois des gens qui créent leur entreprise et qui pensent comme ça que les devis, le business va arriver très très rapidement, alors que en Non. réalité c'est pas forcément le cas. Et t'en es la démonstration évidente par rapport à ça. Tu crées ton entreprise en août, c'est en avril où tu as commencé à avoir des devis signés, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Et ouais, la période est longue, donc comme quoi la démarche commerciale peut être effectivement enfin, plus ou moins longue selon les activités et surtout selon comment on procède. Alors comment tu as fait justement pour arriver à trouver, pour arriver à démarcher ses prospects et à arriver au bout de quelques mois à avoir des devis signés? Alors déjà j'ai eu beaucoup de chance, c'est que en fait sur LinkedIn j'ai rencontré plein de gens sympas, faut le dire. Alors je sais pas si c'est la chance ou si à un moment donné enfin bon, ouais. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes sympas. J'ai été déjà contactée sur LinkedIn par les DCF, qui sont les dirigeants commerciaux de France. Je les aime beaucoup. Je suis pas du tout adhérente pour l'instant, mais je participe à pas mal d'afterwork, voilà. J'ai rencontré en plus dans les DCF des personnes que je connaissais de mon métier d'avant. Donc du coup et puis j'en ai rencontré Alain, t'as fait une vidéo il y a pas longtemps et Alain m'avait donné des conseils sur la prospection. Il m'a débloqué un truc sur ma prospection téléphonique juste en discutant à une soirée comme ça d'afterwork. Donc voilà. En ayant été contacté par les DCF, en fait Olivier Darras, que tu connais également, m'a contacté et m'a coaché pendant 3 heures. C'était très intéressant aussi. Donc faut pas se le cacher, hein. De temps en temps on a besoin aussi d'être coaché. Donc Olivier m'a aidé dans ma partie commerciale. Il a pas tout débloqué, mais il a débloqué aussi des choses. Et puis j'ai créé aussi mon réseau sur LinkedIn parce que moi je fais garder ma fille 9 heures dans la semaine. Donc imagine pour faire de la prospection, pour gérer ta boîte et pour gérer mes clients, j'ai 9 heures plus toutes ces heures de sieste. Donc je peux te dire que tu vas au taquet, quoi. Eh Donc oui, voilà. c'est pas forcément simple pour arriver à gérer tout ça et la vie privée et Ouais, la vie professionnelle, hein. ça. Et effectivement, il y a un point sur lequel je voudrais d'ailleurs rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, et c'est très très important, il me semble, notamment effectivement cette idée d'être coaché à un certain moment, voire à différents moments de sa carrière professionnelle, parce que et d'autant plus quand on est entrepreneur, parfois à tort, on imagine, voilà, on connaît certainement techniquement très bien son métier, mais C'est sur un plan ça. purement commercial, parfois il y a des choses sur lesquelles on pêche et d'être accompagné justement dans cette démarche-là, eh bien parfois, et c'est le cas en ce qui te concerne effectivement, tu as pu comme ça développer relativement rapidement quand même malgré tout, parce qu'il y a parfois des entrepreneurs qui mettent un peu plus de temps que toi par exemple pour arriver à avoir les premiers devis signés et ça c'est vrai que ça aide pas mal quoi. Il faut être. Enfin, je pense qu'à un moment donné, quand tu vois t'as un souci ou que tu pêches quelque part, il faut aller demander à être accompagné. Il faut pas rester. En fait, quand tu es entrepreneur, surtout l'erreur à ne pas faire, c'est de rester dans ses idées et puis d'être têtu et puis d'être borné et puis de foncer dans un mur. Non, il faut toujours se remettre en question. Alors attention, hein, il y en a qui vont vous donner des mauvais conseils ou il y en a qui sont pas, voilà, d'une bienveillance la plus totale. Mais il faut savoir, oui. Et puis alors après, moi, ce que j'ai toujours essayé de faire depuis le début, déjà, je m'étais dit 1 an. La première année, c'est la prospection en toute honnêteté. Donc je m'attendais à rien de plus, rien de moins. Mais je voulais voir si c'était possible qu'il y ait un avenir dans mon entreprise. Donc il fallait que je me donne toutes les capacités et dépenser le moins d'argent. J'ai fait auto-entrepreneur, mon site internet je l'ai fait moi-même et j'ai fait toute ma com. Alors ça a été beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, aller chercher plein d'infos, mais par contre ça a été une année très constructive parce que tu apprends énormément. Par contre, quand j'ai vu que je pêchais sur le coach, sur tout ce qui est, enfin, que je pêchais sur la partie commerciale, évidemment. Donc en fait, grâce à des after-work, ça m'a permis en fait de rencontrer des gens, que ces gens que tu vas rencontrer encore ailleurs, parce qu'au final Orléans c'est une petite ville, donc tu croises une personne à tel endroit, puis tu vas la recroiser à un autre endroit. Et puis Olivier, non, ça a été 3 heures finalement pour un coût qui est ultra bénéfique aujourd'hui. Alors
il y a toujours du bon et du moins bon à prendre, mais non, vraiment, si je devais, je dirais sans problème d'y aller. Parce que ça a été 3 heures bénéfiques et alors, j'applique pas tout encore, hein, il faut aussi du temps, il faut aussi que l'année prochaine j'aurai un peu plus de temps, mais non, ça a été très bénéfique. Il faut à un moment donné être accompagné, il faut se faire accompagner. Il faut pas avoir honte de se faire accompagner quand on est entrepreneur. Il y a des choses, on sait des choses, on sait notre métier, comme tu le dis. Toi, si je te pose une question sur la vidéo, tu vas savoir me dire. Les drones, tu vas savoir me dire. Mais après, en fait, quand on est entrepreneur et en freelance, on fait tous les métiers. C'est clair. On fait le commercial, on fait le DAF, on fait la compta, on fait tous les métiers. Il y a plein de métiers où on les connaît pas en fait. Il y a du bon sens, mais il y a aussi des choses qu'on connaît pas, donc c'est normal de se faire aider. Un entrepreneur, un chef d'entreprise qui est dans une PME, tous ces métiers-là, il les fait pas. Il fait juste le rôle de chef d'entreprise et chef d'orchestre. Tout le reste, il se fait aider. Donc, nous, faut bien qu'on se fasse aider, c'est normal, puisque au final, on fait tout. Donc, c'est quand même un rôle parfois qui n'est pas simple. Non, mais c'est clair. Alors, je voulais préciser une petite chose, effectivement, pour ceux qui nous regardent. Donc, Claire travaille sur Orléans, dans le Loiret, en région centre. Parce que, encore une fois, on peut nous regarder n'importe où en France et même ailleurs. Donc voilà, si vous cherchez Claire, elle est installée à Orléans, région centre, dans le Loiret. Et pour revenir là-dessus, effectivement, c'est indispensable si vraiment on souhaite développer efficacement, et j'oserais dire presque rapidement aussi son activité. C'est important, effectivement, comme tu le dis, que tu le rappelles, le coaching, être accompagné par quelqu'un, c'est très bien. Olivier Darras, que tu cites, c'est quelqu'un que j'ai déjà invité ici plusieurs reprises dans mon live pour intervenir justement sur l'aspect commercial, parce qu'Olivier Darras dirige l'entreprise You Can Sell, donc il fait du mentoring commercial. Voilà, si vous voulez être accompagné, il y a lui, ou alors Alain Guité aussi que tu as cité, qui fait également, comment dirais-je, il est directeur d'une école de vente qui s'appelle Booster Academy, donc pour vraiment structurer sa démarche commerciale. Et Alain, c'est aussi quelqu'un de très intéressant par rapport à ça, justement pour, voilà, je pense que les deux, Olivier et Alain, ça peut être un bon binôme pour développer ses actions commerciales. C'est ça, complémentaire en plus. Et donc tu parlais aussi des DCF. Donc si j'ai bien compris, tu fais ce qu'on appelle du networking. Ouais, je fais pas mal de. Moi, en fait, comme j'avais peu de temps, il fallait que je trouve un moyen pour réseauter de chez moi facilement. Donc, j'ai utilisé LinkedIn. J'ai fait plein d'erreurs au début, hein. Faut l'avouer. Et puis ensuite, c'est pareil. Comme je le dis, moi j'ai eu de la chance, j'ai rencontré plein de gens très sympas, principalement sur LinkedIn. Après, il y en a plein que j'ai rencontrés dans la vraie vie. Et sur LinkedIn, moi je suis énormément Christopher Piton. Il doit en avoir marre que je sois tout le temps en train de le citer, Christopher. Chapeauter mon contenu, comme il dit. Ah ouais. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est humain, qui est réel, qui nous vend pas comme certains dans le social selling 1001 choses. Ouais. Et moi j'ai fait mon premier défi sur LinkedIn et c'est grâce à lui aujourd'hui que j'ai une communauté et aujourd'hui j'invite quasiment plus personne, les gens m'invitent. Donc je suis passée j'estime à un autre stade et puis en plus j'ai créé des relations avec certains. Voilà, c'est plus qu'humain en fait aujourd'hui moi LinkedIn. J'ai des moments où je vais être professionnelle et j'ai des moments où je rigole puisque c'est de l'humain qui s'est créé. Donc moi LinkedIn c'est devenu mon Twitter, mon Facebook, c'est devenu mon réseau principal presque. Hein. Et je pensais pas quand je suis arrivée sur LinkedIn, je pensais pas. Alors on va revenir à propos de ce réseau social dans 2 petites minutes, enfin dans quelques minutes en tout cas. Ce qui m'intéresserait pour avoir une vision assez globale justement concernant ta méthode de prospection. Donc ok, tu te fais coacher, on va dire plus simplement. Et je reviens là-dessus quand même parce que ça me semble important de faire un focus sur ce point-là, à savoir, donc tu parlais des DCF, donc le networking physique, est-ce que c'est quelque chose que tu as exploité, que tu as utilisé? Alors il y a les DCF, mais il y a d'autres réseaux aussi dans lesquels tu es allé ou tu continues peut-être pour certains en tout cas à y aller. Est-ce que c'est quelque chose, le networking physique, est-ce que ça t'a ramené des prospects? Est-ce que ça a ramené même plus simplement du business? Et si oui, comment tu procèdes et comment tu as procédé justement?
Alors, aujourd'hui, moi, ce qui me permet de créer mon image, c'est vraiment LinkedIn. Ok. Voilà. On va y revenir après. Ensuite, je fais du réseau physique. On est obligé aussi, c'est normal. Il faut en faire. De toute façon, il faut faire tout. Pour moi, il faut tout faire. Il faut faire la prospection téléphonique, il faut faire la prospection par email, il faut faire le réseautage en perso, les amis, les machins, leur dire voilà, il y a ça qui est nouveau. Il faut parler en fait. Il faut être presque partout à la fois, mais attention de ne pas être trop partout à la fois. Voilà. Moi, je trie quand même. Je suis pas non plus à 1000 réseaux parce que. Mais du réseautage physique, j'en fais je fais Dinabai, c'est là où on s'est rencontrés. Oui. Pour moi, il y a du pour et du contre, voilà, mais il faut y être quand même. Mais Dinabai, moi, j'en fais un par mois, donc j'en fais pas beaucoup par rapport à certains. Ça peut ramener du business, mais en tout cas, ça peut te permettre de rencontrer des gens, moi qui étais sur mon LinkedIn, que je connaissais pas en vrai, donc j'ai envie de dire que si, c'est Claire, important. l'exemple flagrant, c'est toi et moi. Hein. On se connaissait en virtuel, carrément. on s'est croisés sur une réunion d'Inabai. Toi et moi, Olivier, je le vois aussi à Dinabai, Ouais. Alain, je le croise aussi à Dinabai. Il y a plein de gens en fait que je croise aussi à Dinabai. Et voilà. Donc non, Dinabai c'est bien aussi parce que ça permet aussi de rencontrer les gens Il faut faire du réseau physique pour rencontrer les gens dans le vrai parce qu'il y a pas. Il faut rencontrer les gens dans le vrai. C'est ça aussi qui crée des liens plus forts. Hein. Je fais aussi l'UDEL. Moi, je suis au Medef 45. Pour la conciergerie, ça peut être pas mal pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, je considère que chaque réseau peut être sur une branche différente, en fait, dans ma stratégie. Voilà. L'UDEL, j'aime pas mal. Il peut y avoir aussi des conférences qui peuvent être sympas et on rencontre une autre catégorie de professionnels. Donc, il faut être un peu partout. Après, certains vont être à la BNI, d'autres vont être... il y a tellement de réseaux que... le truc, c'est que tu croises souvent les mêmes. Donc, faut en faire 2, 3, ça suffit, je pense. Oui, je suis assez d'accord avec toi et moi c'est ce que je dis effectivement après, quand je parle de comité, réseautage. Ouais, voilà. Il faut 2, 3 max parce que sinon après on se disperse trop et du coup ça devient moins efficace et c'est pas forcément là où tu vas devenir le plus productif. Hein. Donc d'en faire 2, 3 comme ça, avec des rendez-vous réguliers et puis voilà, ça permet d'entretenir la relation avec certaines personnes qui vont déboucher pour parfois d'ailleurs sur du business directement ou indirectement parce que après il peut y avoir de la reco, tiens je connais un tel qui a besoin de tes services, je te donne sa carte, je lui ai parlé de toi, tu peux l'appeler, il n'y a pas de problème. Hein. C'est ça. Et puis ce que j'essaie aussi toujours de faire, même quand je fais du réseautage physique, c'est qu'à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, je me dis, cette personne-là, qui elle pourrait intéresser? Et j'essaie d'avoir toujours de m'intéresser à la personne en face et de me dire peut-être qu'elle m'intéressera pas moi, mais elle peut intéresser telle personne de mon réseau. Donc à chaque fois, j'essaie de noter et de transmettre certaines informations à droite à gauche voilà. Toujours, j'essaye. Si je rencontre par exemple un traiteur, je vais penser tiens, telle personne au comité d'entreprise, ça peut l'intéresser. Donc voilà. Toujours, j'essaie de donner... Tu vois, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant de démarrer ce live, et c'est notamment une des qualités que j'ai appréciées chez toi. Il n'y a pas que celle-ci, évidemment, mais en tout cas, c'est une des qualités que j'ai appréciées chez toi, c'est cette notion de partage. Et c'est ce qu'on évoquait avant de démarrer le live. On est sur du réseau social, et social, normalement, c'est là pour partager. Hein, c'est pas juste pour faire du voyeurisme et voir ce que les uns et les autres publient et puis choper de l'information juste pour soi. Moi, c'est ça que j'aime bien chez toi, quoi, cette notion de partage, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui m'intéresse, je vais le partager parce que ça peut intéresser certains de mes contacts également. Et puis pareil, voilà, je connais un tel qui peut être intéressé par ton profil, et voilà, je vais lui donner tes coordonnées parce que c'est comme ça que ça marche. Hein. En tout cas, moi, c'est ma démarche, c'est que je considère que tout le bien que tu peux faire, un jour, ça te revient. Donc, plus t'en fais, mieux c'est. Donc, évidemment, quand je vois un CV sur LinkedIn, je vais toujours le liker. Évidemment, je vais toujours taguer Echo pour dire attention, ça recrute ici. Évidemment, je suis dans ce partage parce que le réseau social, si on n'est pas là pour partager, il n'y a pas d'intérêt d'avoir un réseau social. Le but, c'est de liker pour que ça aille que l'information s'étende au maximum. En tout cas, c'est ma stratégie. Alors justement, tiens, je vais en profiter. Je considère pas que c'est vraiment une stratégie, mais en tout cas, c'est mon état d'esprit et ça fait partie de ma façon de faire. Eh bien, écoute, je vais en profiter justement pour mettre en application ce qu'on vient de dire, à savoir ce que j'aimerais qu'on fasse un petit aparté, concernant ton activité, parce qu'il y a peut-être parmi ceux qui nous regardent là en live et ceux qui nous regarderont également en replay,
qui sont peut-être intéressés par ton métier, donc Clarita Conciergerie. Est-ce que tu peux nous expliquer justement c'est quoi l'objet précis de ton entreprise et qu'est-ce que tu apportes aux personnes qui viennent te contacter quotidiennement sur Orléans ou peut-être ailleurs également? Alors, Clarita Conciergerie, en fait, moi, j'aide, ça peut être un particulier, un professionnel. Donc, ça peut être dans l'administratif. Là, en ce moment, j'aide une entrepreneuse qui a un dossier RGE qualité, en fait, à remettre en place. Je vais aider des entrepreneurs à répondre à des appels d'offres. J'aide une particulière dans sa sensibilisation pour un handicap. Ça peut être des dossiers complètement divers. Et puis là, ce que je veux développer encore plus, c'est la e-conciergerie, c'est-à-dire aider les salariés dans les PME dans le quotidien. Ils ont besoin de chercher un plombier, ils ont besoin de prendre un rendez-vous. Voilà, c'est très à la mode dans des grandes entreprises parce qu'en fait, on considère souvent que la conciergerie égale luxe. Moi, ce que je veux faire, c'est qu'en fait, la conciergerie ne soit plus juste pour accessible qu'aux personnes qui ont de l'argent, mais que ce soit accessible à tout le monde, tout simplement. Alors, c'est très à la mode, très tendance. On est beaucoup à le faire. Je suis une personne en plus. Je trouve que ça fait partie d'une branche en plus chez Clarita Conciergerie parce que moi, je veux être vraiment l'assistante personnelle de tout le monde. Un peu comme une star va avoir son manager, moi, je suis votre assistante personnelle. Voilà. Et ton client, c'est le salarié ou c'est le chef d'entreprise? Alors, c'est le chef d'entreprise qui paye pour le salarié, mais au final, le client en direct, c'est le salarié. D'accord. Et qu'est-ce qui pourrait te différencier éventuellement de tes confrères sur ton marché? Mon réseautage. Je réseaute, comme du coup, je réseaute beaucoup, du coup, j'ai pas mal de contacts. Du coup, c'est très intéressant. Oui, après, tout le monde réseaute, mais comme je réseaute, plutôt pas mal à droite, à gauche, mon réseautage. Alors c'est ce qu'on disait, c'est que tu fais du réseautage physique. Et là, justement, c'est là où je voudrais aussi en venir pour le coup, c'est concernant le réseautage digital. Donc tu es présente uniquement sur LinkedIn. C'est un réseau que tu exploites donc depuis 2 ans. Alors, je vais te laisser expliquer un petit peu comment tu fonctionnes parce que moi aussi, c'est justement une des autres choses qui m'a intéressé aussi par rapport à toi parce que c'est vrai que vu ton métier, c'est déjà j'allais dire presque atypique que des gens dont ton domaine d'activité s'intéressent aux réseaux sociaux d'une part, mais surtout qu'ils soient actifs tel que toi tu l'es, mais actifs dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a, il me semble, là pour le coup on n'en a pas discuté, mais moi d'après ce que je vois par rapport à ta présence sur LinkedIn, c'est que tu as une stratégie avec le lundi, le truc Excel par exemple, et puis etc. etc. Alors comment tu t'as mis en place tout ça en fait? Alors j'ai fait une erreur, comme on peut en faire pas mal quand on débute et qu'on est entrepreneur. Moi je les cache pas mes erreurs. C'est qu'au début je disais Clarita, j'avais invité plein de monde, parfois des gens qu'on connaît pas, mais qu'on connaît de nom ou etc. Et puis je disais Clarita Conciergerie, j'allais parler en message privé, n'hésitez pas à faire appel à Clarita Conciergerie. Erreur stratégique de base, qui ne marchait pas. Donc il a fallu tout reprendre. Je suis rentrée dans le défi de Christopher Piton, que voilà, tu le sais, que j'apprécie énormément. Le défi des 10 jours, il fallait faire un post par jour. Je l'ai fait en pleine vacances scolaires au moment de Noël. J'ai cru que ça ne marcherait jamais et ça a marché du tonnerre. Alors pourquoi ça a marché d'après toi? Alors j'ai essayé de suivre ses conseils. Je suis pas tous ses conseils parce qu'en fait, première chose, être authentique. C'est pas la peine d'aller vendre sa soupe. Ça marche et ça marche pour les grosses entreprises. C'est mon point de vue. Ce n'est que mon point de vue. Je pense que ça marche pour une grosse entreprise, genre Auchan, Carrefour, on les connaît tellement, ou Apple, que c'est à peine s'ils ont besoin de faire une pub ou un machin, ou ils postent un truc, les gens sont intéressés. Quand nous-mêmes, il faut déjà se faire connaître, les gens n'ont pas envie de Clarita Concierge. Non, ce qu'ils veulent, c'est l'authenticité, quelque chose d'humain. Comme en fait on dit que le métier se transforme aujourd'hui du commercial, c'est la même chose quand on est entrepreneur. Aujourd'hui, ce que les gens veulent voir derrière une entreprise, c'est l'humain. Ils vont pas aller chez Clarita Conciergerie parce que ça va être plus ou moins cher. Non, ils viendront parce qu'ils m'apprécieront ou ils m'apprécieront pas. C'est une réalité. Alors ils vont t'apprécier justement d'autant plus par rapport aux valeurs que tu véhicules, telles que celles que tu évoquais tout à l'heure,
cette notion de partage, de mise en relation. C'est peut-être aussi ça qui fait que les gens vont aussi se tourner vers toi plutôt que vers quelqu'un d'autre. Hein. Ils veulent des gens authentiques et avec des valeurs qui leur ressemblent. Et après, moi, je veux des clients aussi qui ont les mêmes valeurs que moi. Ouais. Aujourd'hui, je croise les doigts. 99% de mes clients ont les mêmes valeurs que moi. Et il y a un client, j'apprends à le connaître parce qu'on parlait pas forcément perso. J'ai compris que il avait des valeurs humaines. Il m'a énormément touchée. Donc, ce qui veut dire que finalement, on attire aussi les gens. Suivant comment on se comporte, on peut attirer aussi la clientèle qui nous correspond. Oui. Moi, je me rappelle justement Olivier Darras pour le citer, qui m'avait dit de toute façon, on a les clients qu'on mérite. Hein. Donc ceux qui se plaignent, j'ai des clients, machin, ceci, cela, qui sont pas bien, pour faire simple, peut-être quelque part, on a peut-être une remise en question à faire par rapport à nous-mêmes, justement. Alors après, c'est vrai que moi, je me permettais de pas forcément. Il y a un moment donné où peut-être qu'on a besoin entre guillemets de manger et puis qu'on prend tous les clients. Là, tu vois aussi la chose qui me différencie par rapport à mes concurrentes, c'est que tu croiseras pas mal d'assistantes. Hein, chez Dinabai, il y en a qui ont ouvert leur entreprise. C'est que moi, j'essaie de travailler principalement de chez moi. Je ne vais pas trop chez les clients. Le client vient chez moi quand on fait un point, on s'appelle. Aujourd'hui, avec tous les réseaux, c'est tellement facile de se voir en live, au téléphone. Moi, je suis très connectée. Comme tu peux le voir, je suis très connectée. Je suis très LinkedIn. J'ai un compte sur Twitter perso. Je suis sur WhatsApp, je l'ai. Je suis quelqu'un de très connecté et très à l'écoute de tout ce qui se passe sur tout ça, sur les réseaux. Donc, je suis pas obligée d'être à côté de mon client pour travailler, d'avoir mon ordinateur et qui surveille ce que je fais. Je suis une grande fille et lui c'est un grand garçon. On se voit quand on a besoin et ensuite on s'échange les documents. Je pense qu'on est des adultes aussi. Et ça, je suis contente parce qu'au début, certains m'avaient dit que ça serait une faiblesse, que je trouverais pas la clientèle. Et en fait, non. Le client, tu le trouves et tu peux aussi travailler de chez toi, de moduler tes horaires comme tu en as envie. Si tu montes une entreprise pour au final te retrouver comme être à une salariée, pour moi, il y avait zéro intérêt. Autant que je retourne salarié dans mon petit confort, j'ai mon salaire à la fin du mois et entre guillemets, j'ai envie de dire, bon, il n'y a pas que de la tranquillité, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Si tu crées ta boîte pour au final tous les avantages deviennent comme ta vie d'avant, non. Moi, ce que je voulais, c'est travailler à distance et moduler mes horaires. C'est-à-dire que si j'ai envie de travailler de 18 à 20, je travaille de 18 à 20, le client, il va pas le voir. Je choisis quand est-ce que j'ai envie de travailler. Ça, c'est un sacré privilège, hein. C'est clair. Mais je n'ai pas des horaires comme certains de bureau. C'est-à-dire, moi, tu peux me contacter un samedi, ça me dérange pas. Tu me contactes un dimanche, si je suis dispo au moment où tu m'appelles, je répondrai. Ça me changera rien. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, si tu me donnes un délai, je travaillerai toujours pour que dans le délai, évidemment, tu aies ton travail. Mais ça, c'est mon problème, tu vois. Voilà, donc ça, c'est la chose qui va me différencier, moi, de mes concurrentes, c'est que je considère que j'ai pas de samedi, j'ai pas de dimanche, j'ai pas de lundi. Si un lundi peut être un samedi, tu vois ce que je veux dire? C'est voilà. Et ça, c'est ma méthode de travail, et je trouve qu'elle est plutôt pas mal, et c'est aujourd'hui ce que j'ai réussi. C'est de pas me faire une semaine comme quand j'étais salariée, quoi. Je module mes horaires à la carte. Et pour revenir sur LinkedIn, d'ailleurs, justement, par rapport aux publications, notamment que tu fais, qui sont récurrentes, est-ce que tu as mis en place une stratégie, un calendrier éditorial par rapport à ça? Oui, alors, tous les lundis, c'est les astuces. Tous les mercredis, ce sont les débats, les discussions. Et tous les vendredis, ce sont les coups de cœur. Et ça, je l'ai changé parce que ça marchait pas le vendredi. J'avais remarqué que je mettais le vrai faux, enfin bref, j'étais pas inspirée, ça marchait pas du tout. Donc j'ai arrêté, je l'ai changé en coup de cœur parce qu'au final je me suis dit comment remercier les gens que j'apprécie ou parler de quelqu'un qui cherche un boulot ou tu vois, il fallait qu'à un moment donné ma personnalité ressorte aussi sur un jour de la semaine. Donc là le vendredi ça me permet de faire mon coup de cœur et puis de parler de vraiment par exemple toi si je te rencontre, je t'ai apprécié, tiens je vais parler de toi. Toi faire en fait voilà, c'était mon côté un peu, j'avais envie de faire un truc comme ça et c'est Olivier qui m'avait aidé sur le nom coup de cœur. Et puis le samedi, j'ai rajouté les samedis où maintenant je mets les posts sur Liliane et Catherine là que j'adore énormément, qui me font délirer et je trouve que c'est pas mal parce que souvent ça parle un petit peu de boulot. Il faut toujours que c'est un thème un peu par rapport au boulot quand même. Il faut rester
il faut s'amuser en restant pro. Toujours essayer d'être sur les deux, comme dit Christopher, même si parfois on dérive un peu sur la rigolade, mais il faut rester pro. Les astuces, pourquoi? C'est pour montrer qui je suis et mon métier, pour montrer que oui, je connais quand même un petit peu Excel, oui, je connais Word. Si demain vous avez besoin d'une formation, vous voyez mes compétences. Ah oui, oui, je vous invite vraiment à regarder les astuces du lundi de Claire, parce que moi je suis pas un pro d'Excel ni de Word, etc. Et des fois je découvre des trucs que je savais pas qu'on pouvait faire sur Excel et c'est vraiment extraordinaire. Donc vraiment, allez sur LinkedIn, suivez le compte de Claire et notamment ces astuces du lundi, pour pas parler du reste qui est aussi très intéressant, mais en tous les cas voilà, ça c'est vraiment un truc super super intéressant ça. Et tu sais que ça a eu du mal à démarrer ça. Ah oui, pourquoi? En fait, il faut que tu arrives toutes les semaines à ce que les gens ils viennent te voir, ils viennent te voir, ils viennent te voir et qu'ils s'habituent en fait à une date. C'est pour ça qu'en fait, il faut être calé un peu dans ton planning. Et puis, c'est pas facile au début de trouver des idées. Oui. Au début, tu te dis, mais je vais parler de quoi? Ou il y a des choses qui te paraissent tellement normales pour toi que tu te dis, oh, mais ça va vraiment intéresser les gens. En fait, toi, moi, je suis toujours en perpétuelle remise en question, remise en question. Si un poste ne marche pas, surtout sur les astuces. Après, quand c'est sur un débat discussion ou sur le vendredi, je me pose pas trop de questions. Moi, je m'en fiche. Je cherche pas le nombre de likes. Mais les astuces, c'est pas que je cherche le nombre de likes, mais je me dis, pourquoi ça n'a pas plu? C'est que sûrement mon astuce n'était pas intéressante ou trop longue ou trop courte ou que tout le monde la connaissait. Toi, c'est pour essayer de faire mieux la fois d'après, etc. Essayer d'être en évolution, quoi. Et justement là concernant tes astuces du lundi, je veux pas dire bêtise, mais tu fais une capture d'écran vidéo où tu montres à chaque fois, voilà, faut cliquer ici, etc. C'est ça, hein? Ça, ouais. Alors au début, je faisais avec mon téléphone en vidéo. Et puis bon, ça faisait quand même très amateur, faut l'avouer. Et puis c'était pas toujours bien pratique. Donc du coup, quelqu'un m'a dit fais la capture écran, tu verras, il y a plein de logiciels gratuits sur internet et du coup j'utilise la capture écran. Ouais. C'est quel logiciel tu utilises exactement? J'utilise Début quelque chose. Attends, tu es sur Mac ou PC? Je suis sur PC moi. Ah ouais, alors là je connais pas effectivement. De toute façon, c'est écrit sur mes vidéos tout en dessous. Ok, mais j'avais pas fait gaffe. Ouais. Donc moi j'en utilise un également par ailleurs qui s'appelle QuickTime pour ne pas le nommer, mais ouais, donc ça marche, c'est bien, c'est vachement bien. Ça c'est des astuces effectivement qui sont intéressantes à exploiter, notamment je pense aux personnes qui hésitent à se montrer face caméra, comme là on le fait par exemple ici en live. C'est un très beau moyen de faire quand même des vidéos, notamment qui sont explicatives, avec en montrant son écran, sans se montrer soi-même à l'écran, mais on entend au moins sa voix en voix off. Hein. Et ça, c'est c'est plutôt pas mal. Ça marche bien ce type de format aussi. La vidéo marche très très bien sur LinkedIn. Ah mais carrément. Moi j'ai hâte, tu vois, pour tout te dire, qu'on puisse faire des lives aussi sur LinkedIn, parce que moi pour l'instant je l'ai fait sur Facebook, mais j'aimerais bien pouvoir les faire sur LinkedIn parce que c'est un vrai outil de communication et de prospection et de visibilité. Enfin bref, il y a plein d'avantages là-dessus, mais pour l'instant non. Ouais. Moi ça va pas tarder, hein, je crois. Normalement oui, ça fait depuis quelques mois que j'en entends, enfin je lis ici ou là que ça va se mettre en place. Je sais pas si Philippe était toujours là, mais confirme-moi l'information. Est-ce que on va voir arriver le live sur LinkedIn très prochainement, peut-être à la rentrée, va savoir. Mais ça serait pas mal, effectivement. Mais je pense que ça viendra. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, tout à l'heure, tu parlais aussi de emailing, d'appel téléphonique comme moyen de prospection. Au niveau du emailing, comment tu procèdes également par rapport à ça pour prospecter? Quel type d'informations que tu envoies aux personnes qui reçoivent ton mail? Alors ça, je l'ai beaucoup fait à un moment donné. Là, en ce moment, j'ai pas trop eu le temps. Alors c'est pareil. J'ai été choisir quelque chose de gratuit et puis t'apprends tout sur le tas. Hein. En fait, quand t'es entrepreneur, aujourd'hui, je pourrais donner les bases. T'es entrepreneur, prends un compte là. Mais moi, j'ai tout appris sur le tas. Mais bon, c'est super enrichissant. Hein. C'est ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, même si la boîte fermait, j'aurais tellement appris. J'utilise YouSendIt, moi. Okay. Non, Sending Blue. Oui, Sending Blue, oui. Pardon.
YouSendIt, n'importe quoi. J'ai utilisé Sendinblue, je le trouve pas mal. On m'en avait conseillé d'autres, on m'avait dit Mailchimp ou je sais plus quoi Mailchimp, là. oui, moi c'est celui-ci que j'utilise, oui. Et j'étais perdue dans le truc, je le trouvais pas assez simple. Alors que Sendinblue, il est d'une simplicité. On insère notre petite image là où on veut, on fait notre truc, hop. Et puis après, tes contacts, tu rends tous tes contacts email. Ça peut être long. Donc c'est vrai qu'au début, voilà. Et puis moi j'ai créé plein de dossiers différents, des Dinaby, des machins, trucs bidules. Et puis j'envoie. J'essaie de faire court. J'essaie de suivre Anna, je sais pas si tu connais, une copywriter qui donne des conseils et tout. N'hésite pas à me suivre mon compte et tu verras Anna. Et elle donne des petits conseils sur justement comment faire pour envoyer des emails, des trucs, des bidules, etc. Faire des newsletters et tout ça. Ouais, bah écoute, j'irai voir effectivement parce que c'est vrai que envoyer un mail dans l'absolu, ça paraît simple comme ça, mais en réalité pas autant. Surtout quand on est dans une démarche commerciale pour faire de la prospection, faire du copywriting, comme tu dis, c'est indispensable d'acquérir cette compétence-là parce que sinon on va envoyer des mails et puis le taux de retour, le taux de conversion sera très très faible. Alors que si on sait comment écrire pour arriver à donner envie aux gens de faire appel à ces services, à nos services, le taux de conversion du coup peut se révéler beaucoup plus important et c'est ça qui est vraiment intéressant avec l'envoi d'emailing comme ça de manière périodique sur une fréquence soit aléatoire, soit récurrente et préalablement programmée. Donc c'est pas mal à faire ça. Et ça marche, hein, les mails. Ça, je dirais pas que ça marche mais pour le temps que tu passes par rapport à la prospection téléphonique, ça marche quand même pas mal, je trouve. Alors, et sachant que aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je fais de manière encore comme quelqu'un de professionnel, hein, comme je dis, hein. J'apprends tous les métiers, donc tout se met en place tranquillement, mais ça marche. T'as une idée à peu près du taux de conversion que tu réalises par rapport à l'envoi d'email justement? Non, parce que en fait, ce que j'essaie aussi de faire, c'est de me faire connaître. C'est-à-dire d'essayer de venir régulièrement dans les mails de certains. Bon, alors après, il y en a qui t'éjectent, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est normal, ça fait partie du jeu. Mais c'est aussi que ton nom revienne régulièrement, en fait. C'est comme le réseautage physique. C'est que je me dis, il faut aussi que tu essayes d'intéresser régulièrement. J'utilise aussi les SMS, moi, de temps en temps. Tu vois, comme tu sais que j'ai créé ma chaîne YouTube, de temps en temps, quand j'envoie une vidéo sur ma conciergerie ou j'envoie des SMS à certains où j'ai pas les emails, etc. Et tu les fais manuellement ou tu passes par une plateforme pour envoyer tes SMS? Non, par contre, je les fais manuellement, ça va, Je pourrais utiliser Sendinblue, hein. Je peux rentrer des informations dans Sendinblue et faire aussi des campagnes SMS. On a le droit à 300 par jour. Donc c'est quand même pas mal déjà. 300 gratuits par jour avant de passer en payant. C'est bien. Ouais, donc surtout qu'après tu peux faire si t'en as beaucoup, tu fais sur plusieurs jours et puis voilà. Oui, tout à fait, ouais. Et tu parlais aussi de la prospection téléphonique, c'est une méthode que tu utilises parfois aussi pour arriver à trouver du client, quoi. Alors ça, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait parce que là, en ce moment, entre la prospection, ma com, plus parce que l'air de rien, sur LinkedIn, ça prend quand même du temps, hein, plus mes clients à gérer, j'ai un peu lâché la prospection et la prospection téléphonique, ça marche aussi beaucoup. Et par contre, je faisais des erreurs sur la prospection téléphonique, c'est que j'avais tendance à tout raconter dès le début au téléphone. Non. C'est là, en fait, d'où l'intérêt d'être accompagné. C'est que il faut être accompagné partout. Quand on veut agir sur un réseau social, il faut être accompagné. Et quand on agit en prospection téléphonique, il faut être accompagné aussi parce qu'on fait des erreurs, en fait. Moi, ma prospection téléphonique, je faisais des erreurs à un moment donné. Donc là, il faut les corriger. Il y a Philippe, là, je prends sa remarque là au passage. Philippe qui nous dit je crois que c'est aussi important d'être attentif aux résultats qu'à la qualité du contenu. On l'oublie souvent, mais c'est un élément d'amélioration efficace aussi. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec sa remarque parce que on pense que de faire du volume, c'est ça le plus important, mais en réalité pas tant que ça. Ce qui est important, effectivement, c'est la qualité du contenu qu'on met dedans, et c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, notamment. Après, dans les plateformes où tu envoies des emails, des campagnes, de toute façon, tu as ton taux d'ouverture qui t'est indiqué.
En général, les gens, ils ouvrent dans la journée, hein. S'ils n'ouvrent pas dans la journée, t'oublies, ton mail, il est passé à la trappe. C'est clair. Donc, si tu vois 5% de taux d'ouverture, voilà, bah, c'est que ton mail, il était pas terrible, quoi. Si tu vois 40%, c'est que ton mail était pas mal et il faut que tu continues dans souvent l'objet, hein. L'objet fait tout. Après, faut pas en mettre, il faut pas mettre des mails de 50, les mails trop longs, les gens, je pense pas que ça ils les lisent. En fait, les gens lisent les mails comme quand ils vont aux toilettes. Moi, je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit, je citerai pas la personne parce que voilà, mais qui m'avait dit, ah bah tiens, j'ai vu ton astuce en allant aux toilettes, voilà. En fait, les gens, quand ils ont 5 minutes, ils prennent leur truc, ils regardent leur fil d'actualité LinkedIn, le truc Facebook, le machin. Donc en fait, pourquoi je fais des vidéos d'1 minute, 1 minute 30, c'est qu'il faut capter l'attention en peu de temps. Donc c'est pareil dans tes prospections email, hein. Téléphonique, c'est pareil. En fait, c'est en peu de temps, il faut capter. C'est pas toujours facile, hein, mais c'est ce qu'il faut. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. En plus, ça me fait penser. Je suis un peu passionné de cinéma et je pense notamment à la trilogie Retour vers le futur. Et Doc Brown a trouvé l'idée je sais plus comment il appelle ça, le convertisseur temporel, justement, en se cognant la tête dans les toilettes là contre un truc au-dessus. Donc comme quoi des fois d'aller aux toilettes ça peut être très intéressant aussi. Ah ouais. Non mais les gens ne le diront pas toujours, mais oui, beaucoup lisent fil d'actualité, beaucoup qui sont salariés, etc. Bon, nous on est entrepreneurs, c'est pas pareil, on peut se permettre d'aller voir notre téléphone comme on en a envie, mais beaucoup qui sont salariés en général ils le font pas de manière ils le cachent à leurs collègues, quoi. C'est ça. On va dire, tiens, je suis allé 15 fois sur LinkedIn aujourd'hui. Et pourtant, ils suivent autant d'actualités. Quand tu les croises, ils savent ton actualité. Donc, ils ont vu l'information. C'est ça, c'est ça. Et ce qu'il faut aussi également faire sur LinkedIn, c'est commenter. Si tu commentes pas, ou si les gens viennent liker tes trucs et que toi, derrière, tu fais 0 retour, alors j'ai envie de dire, déjà, ça, c'est la base de l'humain. Voilà, mais si quelqu'un vient liker ou quelqu'un te met un commentaire ou n'importe, tu lui réponds parce qu'il y en a certains qui répondent jamais. Mais tu réponds, c'est le minimum. Mais aussi commenter ça s'appelle aussi du réseautage d'aller commenter. Moi, il y a plein de gens avec qui je m'entends bien qui sont devenus une communauté, qui vivent pas forcément à Orléans, mais qui peuvent être des clients potentiels ou même qui sont des amis pour certains aujourd'hui, même s'ils habitent pas à Orléans. Bah demain, peut-être qu'ils peuvent connaître quelqu'un ou pas, ou même s'il n'y a pas de but derrière, mais commenter, se faire connaître en fait. Il n'y a pas de mystère. Il faut être visible. Ce que tu dis, c'est très très juste, et moi c'est ce que je rappelle parfois aussi par rapport à ça. Il y a des gens qui veulent pas commenter pour des raisons qui les regardent, et c'est dommage, notamment quand on est entrepreneur et qu'on utilise les réseaux sociaux pour sa communication ou trouver des prospects. Le simple fait effectivement de commenter certaines publications, alors il faut que ce soit pertinent évidemment le commentaire, mais en même temps, le simple fait de commenter, on attire l'attention sur soi, et encore plus si on met un commentaire qui soit intéressant, qui apporte de la valeur et qui voilà. Donc ne pas hésiter effectivement à se montrer, hein, surtout quand on est entrepreneur. Donc faut pas se cacher. Quand on est un particulier, je peux le comprendre, mais entrepreneur veut dire que voilà, on est là pour augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux, et commenter permet justement d'attirer l'attention sur soi. Parce qu'encore une fois, comme tu le disais tout à l'heure, parfois on peut être amené à se dire, je sais pas quoi trop publier aujourd'hui. C'est pas grave. Allons voir ce que les autres ont publié, et essayons de trouver une ou plusieurs publications qui sont intéressantes et sur lesquelles on va commenter. Voilà, on va attirer l'attention sur soi, on va montrer un petit peu éventuellement son expertise, son savoir-faire, je sais pas, mais enfin en tous les cas, on attire l'attention sur soi, et ça, c'est indispensable. Et puis même humainement. Tu vas rencontrer des gens, tu vas discuter avec des gens, tu vas te faire ta communauté. Ah oui, c'est comme sur tout réseau social, en fait, c'est le but d'être sur un réseau, c'est de faire du social. Enfin, alors du social pas dans le sens être gentil. Non, c'est de discuter avec les gens, de les connaître. Oui, se communiquer tout simplement, ouais. De communiquer, même sans forcément toujours attendre un retour. Moi, quand je commente, j'attends pas forcément un retour ou toujours me faire connaître. Et puis être franc, être soi-même. Moi, il y a des fois, je vais faire des trucs, ça va être trop rigolade, ça va déplaire à certains. C'est pas grave, tant pis, ils passent leur chemin. Et puis parfois, je vais faire des trucs, ça va être trop tranché. Ouais, mais je suis comme ça aussi. Je suis aussi celle qui va rigoler, mais je peux aussi être tranchée dans certaines idées. Les seules personnes que j'aime pas trop, c'est les racistes. S'ils peuvent éviter mon compte, voilà. Et puis la dernière fois, il y a une nana qui m'a traité de coincée, mais elle avait l'air bien plus coincée que moi, et bon, voilà, elle a fini par me bloquer, donc au final, elle était pas si ouverte que ça. Non, mais tu sais, c'est vrai que, alors juste pour terminer là-dessus, mais ce que je voudrais
parlais là de Philippe là qui vient de faire une remarque intéressante. Juste pour terminer là-dessus, faut pas se tromper. C'est vrai que c'est une peur parfois qu'on peut avoir de se dire ouais j'ai pas envie de publier ou de commenter sur les réseaux sociaux parce que bah du coup j'ai pas envie qu'on vienne m'embêter et me critiquer, je sais pas quoi d'autre, etc. et rentrer dans une polémique qui m'intéresse pas, ce qui en soi effectivement est pertinent, mais d'un autre côté bah faut être très clair, que ce soit sur internet ou dans la vie réelle, de toute façon, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on sera de toute manière toujours sujet à critique, jalousie et que sais-je encore. Et bah faut le savoir, donc faut pas être surpris quand ça arrive. Et puis quand ça arrive, effectivement, bah soit la personne elle te bloque carrément, ou soit tu la bloques parce que ça suffit, on arrête les chamailleries. Et puis voilà quoi. Juste pour ouais, il y a Philippe qui a dit un truc intéressant. C'est une idée reçue, le truc du mail qui doit pas être trop long. Un mail qui suit les règles du copywriting peut faire 3 pages et on les lit de A à Z. Je suis abonné à quelques-unes du genre et je le vois bien. Une newsletter, c'est rarement une chose totalement originale. Ça reprend un contenu de live, d'articles de blog, de podcast, etc. Que dire à ça? On fait comme on le sent, moi je dirais plus simplement. Effectivement, on peut choisir parce que c'est notre manière de fonctionner. Et de toute façon, je pense que à partir du moment où on adopte un style d'écriture, notamment au niveau des newsletters, on se dit on va faire un format court parce que c'est comme ça que j'ai envie d'écrire. C'est du copywriting, mais je veux faire du format court. Et puis on peut choisir à l'inverse, faire des formats un peu plus longs. Je pense à Christopher Platon par exemple, qui lui, quand il va faire des publications, peut faire des publications relativement longues, mais dans un style copywriting, dans un style même parfois storytelling. Et voilà, c'est un choix qu'on adopte chacun en fonction de notre manière de faire, et il faut choisir la façon qui nous correspond. Je pense pour résumer un petit peu entre ta méthode et celle qu'évoque Philippe, ça peut être intéressant. Alors il y a Elodie qui dit merci Claire pour ton partage d'expérience et tes astuces. Moi qui suis en phase de prospection et parfois de doute, j'ai beaucoup appris ce soir. Ben voilà. Claire, tu as intéressé déjà une personne, tu vois, c'est pas mal. Ah, super. Non, je cherche pas les likes, moi, je cherche pas les likes et le buzz. Non, mais tu vois, c'est aussi intéressant d'avoir ce retour d'expérience parce que parfois on peut être amené à se dire voilà, je partage des trucs, est-ce que ça intéresse les gens? Bon, ça en intéresse pas certains, ça je le sais, j'en suis convaincu, mais voilà, si Elodie a apprécié ton partage d'expérience, eh bien écoute, tant mieux, c'est aussi un peu l'idée des lives que je fais, et puis bah ta présence a permis de rassurer quelqu'un ce soir et surtout de lui apprendre des choses. Et puis surtout, moi, je suis très ouverte sur LinkedIn. Les gens n'hésitent pas à venir m'inviter et me dire ah bah tiens, voilà. Et après, moi, je suis aussi dans les entrepreneurs où on se donne des conseils les uns les autres. Voilà. Je discute en message privé avec certains, on va se donner des conseils, il y a des moments où on va avoir des coups on va être un petit peu dégoûté, hop, bah on se rebooste, etc. Il y en a certains, on va pas toujours tout montrer publiquement, mais voilà, il y en a certains avec qui j'ai créé des liens assez forts et justement où on s'entraide, voilà, d'une manière positive, quoi. Ça, c'est important et moi, c'est ce que j'ai trouvé sur LinkedIn. Je me prends pas très au sérieux sur LinkedIn. J'ai une stratégie, mais qui est aussi celle d'être moi-même et de m'éclater. Je m'éclate vraiment, quoi. C'est ce qui est le plus important. Après, faut pas penser toujours à ce que le voisin il va penser, il va se dire, non, faut être soi-même. Voilà, tranquille. Si on a envie de rigoler, on rigole. Il faut un peu d'humain sur ces réseaux parce que LinkedIn, ça peut être professionnel, mais il faut que ça reste humain, quoi, à un moment donné. Pas juste on est là pour vendre sa soupe, quoi. Ah, ça on est bien d'accord, on est complètement d'accord par rapport à ça. Il y a Annie qui nous remercie pour les partages et la bonne humeur, et il y a Philippe qui revient pour nous dire ce que je veux dire, c'est que comme l'incarne Claire, l'authenticité transparaît sur tous les supports. La newsletter est idéale pour entretenir cette relation avec ses abonnés. Ce n'est pas un outil de prospection en premier, c'est un outil de fidélisation. La newsletter, effectivement, ça peut être ça. Alors c'est vrai qu'on mélange peut-être un petit peu les gens entre l'emailing, donc il y a un outil de prospection commerciale, et la newsletter qui est plutôt effectivement un outil de fidélisation, ce qui n'a rien à voir, effectivement. Et ton avis est très juste, Philippe. Merci, comme d'habitude. Il y a Nicole qui nous a rejoint avec un peu de retard, mais c'est pas grave, Nicole. Tu pourras revoir l'intégralité de ce live en replay sur cette page Facebook, mais également sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude.
Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je sais plus, on arrive quasiment à la fin, même pour tout dire. Ah si, tout petit conseil de dernière minute. Ah, vas-y, Claire. Christopher, ça a été un des premiers conseils de Christopher quand j'ai fait mes posts. J'avais tendance à tout tasser. Sautez des lignes et faites des paragraphes. C'est beaucoup plus lisible et du coup les gens lisent beaucoup plus facilement. Un post où on écrit tout à la suite, sincèrement, au bout de 3 lignes, on arrête de le lire. Voilà, juste un petit conseil juste comme ça, tranquille. Parce que j'en vois encore des comme ça. Mais tu as parfaitement raison, et d'ailleurs je me demande Ça change même tout. si moi-même je n'avais pas lu ce conseil de Christopher, parce que moi-même quand je vais sur LinkedIn, je m'applique justement à aérer mon texte, à sauter Ouais. une ligne pour pas trop tasser, parce que c'est vrai que du coup ça devient illisible et c'est pas la bonne méthode. Mais c'est vrai que depuis que j'utilise cette méthode-là, et je crois que c'est Christopher encore une fois que j'avais Christopher en lu. avait parlé, moi, je me rappelle. Ouais, je crois que c'était lui, et je m'en étais inspiré du coup, parce que j'avais tendance aussi à tasser un peu mes textes, parce que c'est Ah, bah, moi une aussi. habitude naturelle que l'on a tous, mais sur LinkedIn, ouais, faut vraiment aérer, et c'est possible de le faire. Il y a Christophe Mongredien qui nous a rejoint également. Salut Christophe, mais c'est pas grave. Et tu n'as pas manqué de live, Christophe. Tu pourras revoir le replay, c'est ça qui est génial. Vive le replay. C'est ça qui est génial. Bon, en tous les cas, comme l'a dit Claire, allez sur LinkedIn, demandez-la en contact, et puis à la rigueur, pour qu'elle se rappelle, dites que vous venez du live de cette éprode, comme ça elle saura que c'est par l'intermédiaire de ce live que vous la demandez en contact, et comme ça vous pourrez profiter des nombreuses publications qu'elle fait sur LinkedIn, des publications encore une fois qui sont hyper intéressantes, qui apportent de la valeur, et le samedi, voilà, mettons un peu de fun dans ces publications aussi, c'est important, faut pas l'oublier. Faut pas arrêter non plus faut pas être trop rigide dans ces publications. Faut parfois apporter un peu de choses comme ça, un petit peu décalées, un petit peu fun, mais toujours en restant dans le ton que l'on s'est donné dès le départ, savoir un ton professionnel. Et ça, c'est important effectivement. Philippe qui nous dit vive les nouveaux outils de mise en forme des posts, enfin quand on en dispose. Les nouveaux outils de mise en forme des posts, enfin quand on en dispose. Bah je sais pas de quoi tu parles Philippe, mais il y a une chose qui est certaine sur LinkedIn, quand tu crées une publication, c'est juste un retour, voilà, tu appuies sur le retour chariot comme on disait à la grande époque, quoi. C'est voilà, on saute une ligne en d'autres termes, donc ça c'est pas très très compliqué à faire. On pourra en rediscuter Philippe si tu veux, sinon tu contactes Claire qui est une pro là-dessus, qui va t'expliquer comment on fait, tu vas voir, c'est génial. Elle est pro pas encore, hein. J'apprends, moi, j'apprends. Non, mais en tout cas sur Word et Excel, tu sais comment on fait pour comment Pour dire, faire le un mettre en chariot, page. ouais. Pour faire un chariot, ouais. Voilà. Bon, en tous les cas, merci beaucoup Claire, c'était super Bah, sympa. c'est toi, merci beaucoup, c'est très gentil. Tu nous as apporté plein de choses intéressantes, plein de petits conseils qui, quand je dis petits, c'est pas péjoratif, mais c'est vraiment plein de bons conseils pour être plus précis. Et ça, j'adore. On se revoit bientôt, Claire. Ouais, ça marche. Et n'hésitez pas à donner des conseils dans votre domaine. Il n'y a Absolument. pas. Vous donnez pour recevoir, comme on dit. C'est ça, c'est ça. Donner pour recevoir, ça peut être effectivement intéressant. Et puis, pour ceux qui vont être prochainement en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui prennent pas de vacances, bon courage. Et moi, je vous donne rendez-vous à très très bientôt. Claire, on se reverra probablement à la rentrée, hein, au hasard d'un réseau. Oui. Et puis, merci. Bah, merci à toi. Merci beaucoup. Je C'est vous souhaite une gentil. très belle soirée à Bonne toutes et soirée à à tous. tous. Et Et bonnes puis, vacances. Profitez bien. exactement. Juillet, il y a une belle vidéo. Et puis moi, comme je dis toujours, parce que je suis un fan de Star Trek, longue vie et prospérité. Bye bye. Salut.